Bienvenue sur Oser, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Descas, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des professionnels engagés qui racontent leur parcours, partagent leurs connaissances et expliquent les enjeux de l'urgence sociale et écologique que nous vivons. Ils nous donnent des pistes pour nous engager à notre tour, enfermer notre déni au placard et faire notre part dans la construction d'un monde durable. À travers ce podcast, mon ambition est de sensibiliser les citoyens à l'urgence d'agir, dès maintenant, pour changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, en interrogeant l'univers des possibles, et notamment la racine des normes que l'on considère aller de soi. Je veux questionner les valeurs de notre société et en proposer de nouvelles, qui soient respectueuses de l'humain et du vivant de manière générale. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, sur les réseaux sociaux et en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast. Allez, bonne écoute. Bonjour Jérôme Cuny. Bonjour. Bienvenue sur Oser. Merci. Jérôme, pour commencer cet épisode, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, donc encore merci pour ton invitation. Donc je m'appelle Jérôme Cuny, j'ai 46 ans. J'ai eu un parcours professionnel pas très linéaire dont on va sûrement parler un peu aujourd'hui, qui m'a amené jusqu'à aujourd'hui où j'ai créé une société de conseil qui s'appelle IDH21 et où je fais du conseil, de l'enseignement et de la recherche-action. Merci. Jérôme, je t'ai invité aujourd'hui particulièrement pour parler du concept de renoncement comme action face aux enjeux écologiques. C'est un concept qui aujourd'hui est un peu au cœur de tes réflexions, de ta recherche et même de ta mise en pratique, mais que tu as découvert un petit peu sur le tard, j'allais dire, après avoir été engagé, on va dire, dans l'action écologique pendant plus de 10 ans. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours pour commencer ? Comment est-ce que tu as découvert ce concept ? Qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Alors, pour prendre dans l'ordre, oui, comme tu le décris, en fait, c'est un chemin. Donc, j'ai été d'abord chercheur en océanographie physique. J'ai fait ma thèse aux États-Unis à l'Université de Washington à Seattle entre 97 et 2003. Et j'étais plutôt spécialiste des régions arctiques, donc le sujet du climat a fait très tôt partie de ma vie d'étudiant, puisque en gros, dès qu'on commençait à regarder les zones arctiques, comme on le sait aujourd'hui de plus en plus, mais on avait des sacrés indices. C'est un bon thermomètre pour le réchauffement climatique parce que tous les phénomènes sont amplifiés pour plein de raisons de dynamique atmosphérique et océanique dans la zone. Donc ça faisait déjà partie de ma vie. J'ai ensuite fait un postdoc en Belgique, ce qui a été à nouveau très intéressant pour le sujet du climat, puisque j'étais dans un centre de recherche situé en Belgique et j'ai eu l'opportunité de rejoindre la délégation belge à la COP 9 qui s'est tenue en 2003 à Milan. Donc c'est vrai que quand j'entends certains retours de la COP 26, j'ai malheureusement peur qu'il n'y ait pas grand-chose qui ait changé, puisque j'avais eu l'opportunité d'être dans une salle de négociation où j'avais vu comment le conditionnel remplaçait toutes les affirmatives dans les phrases, qui est ce qu'on voit un peu dans toutes les déclarations finales où il y a toujours quelques pays qui se battent pour mettre du conditionnel partout. Et ben, je vous rassure, c'était déjà comme ça en 2003 et j'étais ressorti de là un tout petit peu déprimé en me disant le chemin va être long. Donc on a quand même fait quelques progrès depuis, mais voilà. Donc ça avait été une super opportunité, mais tout ça pour dire que voilà, le climat faisait partie de ma vie. J'ai refait un postdoc après quand je suis revenu en France en 2005. Et je suis parti un peu plus dans le secteur privé, d'abord rejoindre un tout petit bureau d'études en océanographie physique, où en fait on utilisait différents outils numériques pour décrire le passé, les conditions historiques à certains endroits de la planète. Et puis en fait, je suis passé d'un aspect technique à un côté plus commercial, gestion, alors que c'est pas du tout mon passif et mon background, voilà. Mais j'ai eu envie de faire plus. J'ai eu l'opportunité alors de prendre la direction d'une jeune start-up qui s'appelait nonfiction.fr, qui était un site culturel de critique d'essais, où j'étais rentré par le biais, parce que je m'occupais du pôle développement durable, où j'ai pu à nouveau échanger avec différentes personnes, dont des philosophes de l'écologie. C'était passionnant. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis c'est à peu près la période aussi où j'ai découvert le scénario Négawatt. Donc on va dire, en gros, j'étais déjà dans un parcours, on va dire, développement durable, déjà assez conscient de tout ça.
et plutôt classique, mais avec un background scientifique et une expérience, on va dire, entrepreneuriale qui se construisait. Et puis découverte du scénario Négawatt en réalisant la première partie qui était sobriété, que Négawatt a toujours mis en avant en disant sobriété, efficacité et énergie renouvelable, les trois éléments. Et ça m'avait beaucoup touché. Et donc en 2009, j'ai lancé un site de e-commerce de produits d'économie d'eau et d'énergie. Donc la notion de sobriété, consommation était déjà très présente dans ma vie et m'avait frappé en me disant il faut qu'on fasse quelque chose. Donc j'étais un peu en avance, on va dire, même si on était déjà quelques-uns, dont je pense à Philippe Lévesque avec EcoFrugal Project qui est toujours là 13 ans plus tard et qui s'était lancé un peu en même temps que moi. Donc c'était une très bonne expérience parce que j'ai acquis des très bonnes compétences en e-commerce. Je m'étais formé au bilan carbone, mais j'étais parti avec mes petits deniers, ce qui n'était pas beaucoup, et donc le e-commerce demandant beaucoup d'investissement, c'était pas très réaliste. Donc je perdais pas d'argent, j'en gagnais pas, ça vivotait, mais ça allait pas assez loin. Donc j'hésitais, et puis il se trouve qu'à ce moment-là, un ancien collègue voulait lancer à nouveau un bureau d'études, mais en océanographie, mais cette fois orienté sur les énergies marines renouvelables. Donc, ce qui va être l'éolien en mer, l'hydrolien, c'est-à-dire l'énergie des courants, le houlomoteur, l'énergie des vagues, ou l'énergie thermique des mers, c'est-à-dire qui utilise le différentiel de température dans l'océan. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. L'idée, c'était de créer des outils en ligne pour faciliter l'analyse des conditions météo-océaniques partout dans le monde. On a lancé ça en 2011 officiellement, et puis j'ai fait ça pendant 9 années. Comme le marché de l'éolien était très international, on a senti qu'on touchait un peu un plafond de verre, et donc on a voulu se rapprocher d'une grande entreprise dans laquelle Open Ocean, donc qui était le nom de la société, a été intégrée en 2019, où je suis resté pour faire la transition, mais comme peut-être tes auditeurs le comprendront et que tu l'as compris rapidement quand on a échangé un peu avant, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le cadre des grosses entreprises et je suis pas convaincu encore aujourd'hui à 46 ans que ça me corresponde vraiment. Donc j'avais juste proposé, on s'était mis d'accord dès le départ, que je ne ferais que la transition. Et puis on arrive au sujet que tu as soulevé. J'avais des réflexions depuis longtemps qui n'étaient pas que purement entrepreneuriales. Je continuais mes réflexions vis-à-vis de l'écologie en général, avec un intérêt pour la politique, la science, la technique et la sociologie et l'économie. Et je sentais que dans tout ce que je disais, il me manquait une brique qui, je trouvais, n'était pas assez réaliste. Et pour paraître peut-être pessimiste de nature, ce qui n'est pas du tout le cas, mais je trouvais qu'il manquait une composante pessimiste de réalisme, peut-être. J'utiliserais plutôt le mot réalisme, sur le fait qu'on n'allait pas pouvoir faire exactement comme on faisait avant. C'était quand même la notion du développement durable, ce qu'on commence à éclaircir en décrivant ce qu'on va appeler la durabilité faible ou la durabilité forte, où je sentais que l'économie continue à prendre le pas sur toutes les décisions, et donc en final, la partie environnement de la RSE ou du développement durable avec son triptyque social, économie, environnement, l'environnement passait un peu toujours derrière. Et je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc je tombe sur une interview dans le magazine Uzbek Erika de Alexandre Bonin, qui je crois que tu as interviewé très récemment, qui présentait un peu le concept de redirection écologique et qui mettait en avant le concept de renoncement. Et j'ai eu un peu un choc en me disant mais c'est ça que j'essayais d'exprimer en disant mais c'est pas possible, on va pas pouvoir faire exactement la même chose, même avec des éoliennes, des voitures électriques. En fait, j'avais une intuition mais que j'arrivais pas à concrétiser dans les faits. Et en développant la notion de renoncement, dans cet article de façon courte, il indiquait ce que je ressentais, c'est qu'il allait falloir fermer des choses. Et pas qu'une ou deux, même beaucoup. Et ça m'a complètement parlé parce que voilà, je ne l'exprimais pas aussi bien que Alexandre Bonin pouvait le faire dans cette interview. Mais vraiment, c'était là dans ma réflexion. Donc c'est venu compléter cette brique pour me faire basculer complètement. C'est-à-dire, j'étais convaincu sur les limites de notre système économique, social, du système technique. Et peut-être que, comme tous, on a des biais et on est attaché à notre confort et à notre société, surtout que je me considérais plutôt dans un cadre privilégié de vie. Et donc remettre tout en cause, on ne vient pas naturellement. Et en fait, j'avais commencé depuis très longtemps ce chemin, mais voilà, il me manquait ce petit déclic. Et je découvre dans cette interview que Alexandre dit « Ah mais on lance le premier master orienté sur le concept de redirection écologique, donc qui avait un titre anglais puisqu'il souhaitait inviter des étudiants étrangers autant que possible, et donc qui s'appelait Stratégie et design pour l'Anthropocène, construit avec l'École supérieure de commerce de Clermont, en collaboration avec l'école de design Strat,
qui a 2 bureaux à Paris et à Lyon, mais là, c'était plutôt avec l'entité de Lyon. Voilà. Et donc, j'ai enchaîné avec ce master à l'automne 2020, que j'ai terminé les cours juste avant l'été récemment. Et puis, j'ai lancé dans la foulée IDH 21 pour essayer de proposer sous différentes formes tout ce que j'avais appris cette année et les 15 ans d'expérience précédentes, scientifique, entrepreneur, développement durable, que je transforme maintenant en redirection écologique en complétant avec tous les concepts que j'ai pu explorer cette année. Et puis j'écris aussi mon mémoire en ce moment parce que voilà, je suis un vieil étudiant, mais toujours un étudiant. Donc pour un master, il faut que je rende un mémoire d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, Jérôme, pardon, pour ces précisions. J'ai une question déjà un peu personnelle. Comment est-ce qu'à 45 ou 46 ans, après tant d'années d'expérience sur le sujet, on décide déjà de retourner à l'école pour un master? Et qu'est-ce qui a fait que c'était important pour toi de faire ce master pour creuser en fait cette question de renoncement et de redirection écologique? Alors, on va avoir l'impression que je paraphrase Johnny Hallyday, mais je vieillis, mais je ne change pas. Euh, C'est-à-dire, je pense que derrière ce fond de scientifique qui m'a amené à vouloir faire une thèse, c'est quand même un engagement, une thèse qui est long et qui demande de la passion. Et je pense que cette curiosité de fond que j'ai toujours eue, d'abord en sciences, puis après sur l'économie, l'entrepreneuriat, la sociologie et tout ça, était toujours en moi. Donc clairement, c'est pour ça que voilà, quand des concepts forts ou des choses qui me parlaient sortaient, j'ai jamais arrêté de lire, de fouiller, et je vais de lire à des bouquins, on va dire un peu plus grand public qu'on peut trouver à la Fnac, jusqu'à des articles scientifiques, parce que j'ai cette culture qui me permet d'aller lire des articles scientifiques ou même d'économie, même si parfois je ne dis pas que j'ai la compréhension de tous les détails. Donc cette envie ce besoin de curiosité et de comprendre au-delà de la surface, il a toujours été là. Je pense que c'est mon fond de culture scientifique qui sera toujours là. Et alors, on parlait souvent de reconversion. J'espère que tes auditeurs et toi le voyaient, que en fait, pour moi, c'est pas une reconversion. Quelque part, c'est juste une évolution. Climat fait partie de ma vie depuis presque 25 ans. Le développement durable depuis 15 ans. La redirection écologique est juste, entre guillemets, l'étape suivante. Et j'avais même déjà beaucoup évolué puisque, comme je le disais, je sentais une frustration vis-à-vis du développement durable qui couvrait pas tout. Donc l'idée, ça a été de me dire, je ne peux pas me contenter de juste entendre ce qu'ils ont à dire. Ils n'avaient même pas écrit encore leur livre, qui est tout juste sorti fin du printemps cette année. Donc il n'y avait pas vraiment de référence. Et puis mon côté crédibilité, connaissance, ça c'est le côté chercheur où j'ai besoin de vraiment comprendre pour me dire que je vais en parler à d'autres. Et donc je me suis dit, je ne veux pas juste lire des livres ou quelques articles, surtout qui étaient très rares encore à l'époque. Donc je me suis dit, pourquoi pas reprendre des études ouvertement, étant donné que j'avais fait une thèse. Je m'étais dit jamais je reprendrai des études. J'admirais tous mes amis qui reprenaient des études, etc. Peut-être que le fait que ma femme se soit reconvertie et repris des études il y a 3 ans maintenant, ça a peut-être fait un déclic où j'ai vu que c'était faisable. Et voilà, elle m'a montré peut-être la voie consciemment ou inconsciemment. Et puis je dois avouer que le contenu, quand je lisais le syllabus du cours, c'était une stimulation intellectuelle qui était très forte. Voilà, donc une envie de crédibilité vis-à-vis du concept si j'avais envie de le pousser professionnellement, une curiosité naturelle avec un goût pour vraiment pousser loin et bien comprendre les concepts, et puis accepter que on peut se rasseoir dans une classe et écouter quelqu'un pendant des heures et on ne s'ennuie pas. C'était peut-être la partie là où j'avais le plus d'inquiétude. Et est-ce que tu pourrais nous dire justement maintenant à quoi ça ressemblait? Qu'est-ce que vous avez fait dans ce master? Et en quoi, toi qui connais déjà bien le sujet, ça a fait évoluer ta pensée? Qu'est-ce que tu as appris de nouveau? En quoi ça a changé ton regard, en fait? C'était la force de la convergence des savoirs. J'ai trouvé que c'était ça le plus fort dans ce master. Parce que j'ai eu nécessairement cette petite inquiétude, comme tu le suggérais. J'ai lu beaucoup sur le sujet dans divers domaines, scientifiques, techniques, économiques, sociologiques. Ça faisait pas de moi du tout un expert, mais on a toujours un peu peur d'entendre des choses qu'on avait déjà entendues. Mais la force, c'était la convergence des savoirs, où justement toutes ces thématiques que je viens de soulever étaient couvertes par le master, où on a commencé pas mal avec de la sociologie. On est rentré dans le bain, qui n'était pas nécessairement ce que je connaissais le mieux, même si je m'y intéressais.
combiné même avec de l'anthropologie, ce qui peut paraître étonnant puisque je ne cherche pas tout de suite à comprendre des peuples à l'autre bout du monde, mais en fait, en étudiant quelques cas de cosmologie, de vision du monde de peuples à l'opposé du monde, ça nous donne des idées pour le nôtre, sans ça veut dire qu'on veut calquer, mais s'inspirer du reste du monde. Derrière ça, de l'économie, de la technique, de la science, où j'avais peut-être déjà plus de connaissances, mais avoir un autre point de vue. Et en fait, Alexandre Monin, Diego Landivar et Emmanuel Bonnet, hein, donc les trois personnes derrière Origins Media Lab, le concept pour direction écologique en France et derrière ce master, ont clairement été chercher des experts dans chacun des sujets et qui étaient très 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 solides et à la frontière des connaissances. Et donc j'aimais bien qu'ils disent on ne sait pas encore, je ne sais pas encore sur je ne sais combien de sujets. Et ça peut être frustrant pour certains, mais on était au niveau master, donc pour moi je trouvais ça tout à fait acceptable. Et ça a rendu le master d'autant plus intéressant. On était à la convergence des connaissances parce que si on veut repenser notre société, la transformer, ce sera systémique. Donc on est obligé de la regarder par tous les angles. D'où la pertinence de ce master. Et justement, est-ce que tu pourrais nous dire deux mots de cet aspect systémique sur la transformation et la différence avec une transition, justement, comme toi, tu avais pu la voir, l'étudier et être au centre. En fait, tu parlais de durabilité faible, durabilité forte, développement durable, RSE, tout ça tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais peut-être insister sur en quoi c'est un vrai changement de paradigme, cette approche, et de quels moyens? Alors j'ai oublié de mentionner, je fais une micro-aparté sur le fait que l'aspect design était très important dans le master. Au nouveau, quelque chose que j'ai complètement découvert. Là, par contre, les autres domaines, j'avais des petites connaissances sur le fait que le design, ça n'était pas que la création d'objets cool, hein, si je peux résumer, même si les designers me sauteraient au cou en disant c'est plus que ça, et c'est vrai. Mais de l'extérieur, j'avais cette vision et comprendre qu'il y avait aussi toute une méthodologie qui ne s'applique pas qu'aux objets, mais qui a aussi une pertinence dans plein de sujets, dont la sociologie par l'enquête de terrain et une sociologie très pragmatique. Et pour revenir à ce que tu disais, moi, un des éléments qui m'a le plus parlé en complément à la suite de l'article d'Alexandre au travers les cours, et je crois que c'est Diego Landivar qui l'exprime souvent comme ça, la transition écologique va nous pousser à essayer de transformer nos moyens. Donc je donne souvent l'exemple en disant, on va essayer de remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables, des voitures thermiques par des voitures électriques. Mais il y a toujours, en filigrane, l'idée qu'on va remplacer un pour un, c'est-à-dire que toutes les voitures thermiques seront un jour des voitures électriques, donc on n'émettra plus de carbone. Sauf que quand on prend un petit peu de recul, on a conscience, et des gens comme Philippe Biwix l'ont mis beaucoup en avant, sur le fait qu'il n'y a pas que le carbone dans la vie, comme j'aime bien dire, il y a aussi plein d'autres matériaux qu'on extrait en masse, qu'on a de plus en plus de mal à extraire, qui rentrent dans des jeux géopolitiques, etc., etc. Et donc réduire notre carbone n'est pas notre seul défi. Rajoute à cela tout l'aspect économique. Depuis la crise de 2008, il y a des vraies tensions. L'aspect financier généralisé dans toute l'économie qui nous pose d'autres problèmes. Et puis les gilets jaunes, je trouve, étant symptomatiques pour vraiment donner un électrochoc et nous faire comprendre qu'il y a vraiment toujours un sujet social en France, des inégalités, d'accès aux services économiques, etc., etc. Donc cet aspect systémique était très bien vu dans le master, et c'est là où la redirection a du sens, c'est que la transition nous fait croire, enfin nous promet qu'on va tout changer un pour un en faisant plus vert, plus écolo. La redirection accepte même de se défier un peu plus fort en disant il faut qu'on revoie même les finalités. C'est-à-dire, l'exemple que je donne souvent, c'est je suis, comme un peu tout le monde dans ce milieu, de façon très proche, le débat renouvelable nucléaire. On a cette chance en France qu'on se pose pas trop la question des usines, des centrales thermiques, gaz ou charbon pour produire de l'électricité, donc on a déjà cette chance, mais il y a des grands débats renouvelables, nucléaires. Et ils sont passionnants, ils sont techniques, ils sont sociologiques, ok, très bien. Mais moi, en fait, à chaque fois que quelqu'un me soulève ce débat, je dis, mais pourquoi faire? C'est ça la question aussi basique aujourd'hui que je reviens à reposer à tout le monde. Pourquoi faire? Pour produire quoi et combien? Et ça, c'est difficile, parce qu'on se met à parler de notre niveau de confort, à nos habitudes, notre routine, et nous sommes un pays privilégié qui vit dans des conditions de luxe qu'on n'aurait pas imaginé il y a 100 ans. Et la redirection écologique est forte là-dessus, où elle ose dire, non mais regardons aussi les finalités. Et la question des moyens, je dis pas qu'elle sera simple, mais déjà au moins on aura un cadre. Et en fait, on n'a même pas défini notre cadre. Alors je mens un petit peu parce que le cadre pour l'instant c'est toujours plus. C'est-à-dire toujours l'idée comment on fait pour être compétitif, produire plus.
et développer des technologies toujours en pointe, mais qui malheureusement ne peuvent pas se faire sans énergie, consomment énormément de matières premières et créent de la pollution. Parce que voilà, l'économie circulaire parfaite n'existe pas, etc., etc. Tous ces éléments. Et dans le cadre de tes études, des travaux peut-être pratiques que vous avez faits, comment est-ce que ce concept et justement l'interrogation des objectifs de société de manière large avant de se poser la question des moyens, euh, comment est-ce qu'il s'intègre au niveau de l'entreprise ou des diverses entreprises avec lesquelles vous avez pu travailler? Comment est-ce qu'on utilise ce concept et comment est-ce qu'on intègre la notion de renoncement dans une dynamique entrepreneuriale? Alors je vais simplifier parce qu'on a encore peu de recul, parce que peu de gens ont été confrontés, mais certains, je pense que comme moi, ont eu au fur et à mesure que l'équipe d'Origins Media Lab en a parlé et que nous, en tant que, on était la première promotion, hein, on commence à en parler, on a de plus en plus de retours. Vous allez avoir, moi, je vois deux grandes classes, c'est-à-dire des entreprises qui quelque part savent déjà qu'elles doivent renoncer, ou des types d'activités qui savent déjà qu'ils doivent renoncer. Parfois parce que ils ont tel émetteur de carbone et si polluant, et s'ils ne remplissent pas des besoins fondamentaux, que toute la société et même ces organisations ont conscience qu'elles n'ont peut-être pas vraiment d'avenir. C'est ce que toute cette équipe sur la direction écologique aime appeler les technologies ou les entreprises zombies. C'est-à-dire elles sont toujours vivantes, elles tournent, mais elles n'ont pas d'avenir en fait. Donc vous avez celles comme ça qui arrivent. L'exemple qu'on donne nous le plus souvent, c'est aussi un autre type. C'est pas l'activité pure, mais c'est les conditions. Par exemple, à cause du réchauffement climatique, toute la situation des stations de ski de basse et moyenne altitude, qui déjà en direct voient la période de neige se réduire ou être beaucoup plus faible ou ne pas permettre. Donc elles s'embarquent à acheter des canons à neige. Donc c'est d'autant plus d'endettement. Mais comme il fait de plus en plus chaud, ça prend de plus en plus d'énergie pour aller créer de la neige. Donc on arrive à nouveau dans des situations zombies où on court après le temps, mais on sait que ça va nulle part, quoi. Donc il y a ces cas assez précis de situation qui va même parfois, ça peut paraître extrême, mais à des situations de patrons effondrés. C'est-à-dire ceux qui ont conscience de ça, mais qui aujourd'hui, parce que j'ai été patron à des petites échelles, hein, je ne dirigeais que des petites sociétés, mais ça reste une énorme responsabilité. Quand on fait sérieusement, c'est pas qu'une responsabilité fiduciaire vis-à-vis des investisseurs, des créanciers, tout ça, c'est aussi par rapport aux salariés. Donc il y a une pression qui est non négligeable, et il n'y a pas de boîte à outils encore magique. C'est-à-dire comment je fais pour arrêter l'activité qui était le cœur de la vie de mon entreprise, parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas une multiplicité de secteurs d'activité ou d'applications. Et encore plus, vous imaginez, quand on parle de stations de ski, on est même sur une culture régionale. C'est-à-dire que ça fait vivre pas que l'entreprise, mais tout un environnement et même toute une culture autour. Donc là, on va finir par toucher au sujet d'attachement. Et c'est là souvent on peut approcher le sujet, que ce soit une entreprise plus ou moins effondrée, plus ou moins en inquiétude, plus ou moins zombie, essayer de commencer par leur activité actuelle, comprendre les attachements. Et ça, c'est un autre élément que j'avais trouvé très fort dans l'approche de la redirection écologique, c'est on peut pas essayer d'accompagner les gens à renoncer en reniant ou en dénigrant ce qu'ils ont fait pendant 10, 15, 20, 30 ans, 50 ans. Je donne souvent l'exemple d'une raffinerie de pétrole. Elles vont sûrement, il y en a déjà, on en entend parler, fermer doucement mais progressivement, puisque si on utilise moins de pétrole, il va nécessairement moins y avoir d'activité. De quel droit pourrait-on juger ces personnes, même si l'activité de l'entreprise dans laquelle ils sont et l'infrastructure dans laquelle ils travaillent est polluante, ou directement ou indirectement? Comment pourrait-on les juger alors qu'elles travaillaient dans un système? Elles pourraient même avoir une fierté en disant la voiture qui roule, elle roule grâce à l'essence que je crée via ma raffinerie. C'était même une fierté. Donc on ne peut pas venir du tout avec aucun jugement en disant si t'as pas compris, t'es nul, faut vite que tu te mettes aux énergies renouvelables. Pourquoi pas? Les personnes peuvent même être ouvertes, mais il faut reconnaître aussi leur histoire, leur héritage, pour permettre à accompagner jusqu'à la fermeture. Donc là, on va dire, je fais ouvertement
de la pub pour le bouquin de Alexandre Monin, Diego Landivar, Emmanuel Bonnet, qui s'appelle Héritage et fermeture et qui porte beaucoup en lui. On ne pourra pas accompagner des fermetures si on ne prend pas en compte l'héritage. Et je rajoute, moi, une partie qu'il n'y a pas dans ce titre et qui je pense, est très important. Ça va être toute la réaffectation, la réorganisation. Le faire petit bout par petit bout va créer des instabilités parce que, typiquement, dans ces zones, si on n'a pas un plan pour reconvertir, trouver une autre activité, d'autres formes d'activité, on va juste fermer et on arrive à des cas de casse sociale qu'on a vu dans je ne sais combien d'entreprises, souvent industrielles, en région, où l'usine était le centre d'une vie, d'un bassin de vie, et le jour où il ferme, c'est pas juste quelques familles qui sont en désarroi, ce sont des centaines de familles, plus tout le commerce autour. Donc il y a vraiment prendre en compte l'héritage, les attachements, pour accompagner des fermetures, mais moi j'ai toujours envie de le tourner en positif, pour transformer ça, pour l'accompagner, le rediriger vers d'autres activités, avec d'autres formes, et en espérant pouvoir avoir un recul systémique. Alors là, tu parlais des entreprises qui, soit, sont conscientes en fait qu'il faut renoncer ou soit des entreprises, enfin qui sont zombies parce que en fait leur activité va être détruite, à cause des externalités ou des conséquences, on va dire, des problématiques écologiques. Mais il y a des entreprises qui aujourd'hui, par exemple, existent, qui ont une activité, pérenne, dont l'activité va pas forcément être très, très menacée, heu, par les changements écologiques et qui pourtant sont des entreprises dont, l'activité principale ne résout pas de besoins fondamentaux et n'apporte pas forcément de valeur particulièrement, à la société. Si on définit la notion de valeur comme, enfin, comme dans une comptabilité en triple capital ou enfin quelque chose qui prend en compte à la fois les ressources, l'humain et l'économie et pas uniquement l'économie. Comment est-ce qu'on approche ces entreprises-là? Euh... oui, c'est compliqué parce que il faut une prise de conscience. Aujourd'hui, la prise de conscience sur le climat, elle est très forte. Enfin, elle est forte et on la sent vraiment augmenter. La conscience systémique sur la multiplication des crises et de la convergence des crises, comme j'aime à dire souvent, ça c'est beaucoup plus compliqué. Surtout quand ça tourne pas trop mal dans les entreprises, c'est très compliqué. Mais si on arrive à faire avancer sur cette idée systémique, en fait, toute la notion, tu l'as soulevée, et c'est un gros sujet, et qui, je pense, on en est à gratter la surface sur les besoins. Parce qu'en fait, si vraiment on prend en compte toutes les contraintes des limites planétaires, on devra nécessairement faire des choix au-delà même de ce qui pollue, et donc arriver potentiellement à même ce qu'on peut appeler ce qui est superflu. Et là, ça apporte des questions où, je vais pas mentir, et d'autant plus avec l'approche design que j'ai acquise cette année, je n'ai pas de solution. Et il ne faut surtout pas que j'en ai parce que un élément essentiel, et ça va rejoindre ce que tu disais, sur l'accompagnement des entreprises, ça peut déstabiliser quand je leur dis au début, mais moi, j'ai pas de réponse, j'ai pas de solution. J'ai une méthode, j'ai des idées, j'ai des connaissances sur la situation, mais l'idée, c'est de travailler ensemble. D'abord parce que chaque situation est spécifique, parce qu'on doit prendre en compte les attachements, l'héritage de l'entreprise, et que même si on veut la rediriger en se disant, en essayant de leur montrer que à court ou moyen terme, et plus le temps avance, moins j'ai l'impression que ça sera à long terme, parce que j'ai l'impression que les choses bougent quand même, que la notion de besoin essentiel va redevenir centrale dans l'organisation de notre société. Les économistes atterrés, je crois, viennent tout juste de sortir un livre qui s'appelle « De quoi avons-nous besoin ?» Et je pense que ce type de livre va sortir de plus en plus souvent. J'écoutais encore l'autre jour François Briance qui a fait une thèse sur la décroissance qui soulevait ce sujet, qu'il fallait lancer ce type de réflexion. Et ça se fait même au niveau de l'entreprise. Et en fait, je pense que tout le monde va arriver à une base assez commune, nourriture, santé, logement et puis éducation. Et puis rapidement, on arrive à quel point on a besoin d'un téléphone. Je suis un peu extrême, mais quel téléphone, etc. Et là, vous arrivez, ça peut vous paraître un détail, mais pour beaucoup de personnes dans notre société aujourd'hui, le téléphone, il y a un attachement et qui est tout sauf négligeable. Donc, vous imaginez, on parle de ça, on parle de la voiture. Et ben, dans une entreprise, ça va être la même chose. Donc, c'est un chemin qui n'est pas court.
La bonne nouvelle que je vois, c'est que quand je commence à parler aux entreprises, je suis encore au début du développement de IDH 21 sur l'aspect consulting auprès des entreprises, mais je sens que déjà la demande, elle est élargie au-delà du climat, sur la demande de on veut comprendre ce qui se passe pour avancer. Clairement, déjà, il y a une étape qui a été passée. C'est-à-dire que les entreprises, alors c'est vrai que ça m'arrive plus de parler avec les cellules prospectives stratégie, mais tout de même, elles ont une envie, elles se disent, si je veux sensibiliser dans mon entreprise, on va parler limites planétaires, on va pas juste parler changement climatique. Donc c'est un énorme pas, parce qu'il y a beaucoup de messages qui circulent, et j'en ai parlé un peu sur LinkedIn récemment aussi. On a un peu des œillères carbone en ce moment. Je sais qu'il y a la COP26, mais même en général, c'est-à-dire on pense beaucoup carbone. Et là, moi, je casse souvent la fête en disant, mais le problème, si on commence à regarder les autres éléments, ça devient plus complexe. Mais je pense que ça devient aussi plus excitant parce que ça permet d'envisager des choses encore plus ambitieuses. Donc, la notion de renoncement, c'est pas simple. S'il n'y a pas eu déjà un début de prise de conscience interne ou de la sensibilisation, ça devient compliqué. Après, on travaille sur les attachements, mais pour une entreprise, moi, souvent, je pars en leur expliquant qu'on va parler de valeurs, on va parler de raison d'être, on va parler de choses essentielles au cœur de l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a porté en tant que dirigeant d'abord. Et après, quelque chose que je pousse très fortement, c'est l'implication de toutes les parties prenantes, dont les salariés, parce que une des grandes idées pour une entreprise, on va dire, très polluante ou qui n'a pas vocation à être un besoin essentiel dans les 20 ans, et donc qui aura peut-être besoin de faire des choix parce que le marché lui-même ou la réglementation fera que leur offre sera moins pertinente, faut partir des compétences, de ce qui existe déjà. Ça sert à rien de transformer complètement les gens. Mais c'est pas simple et ça prend du temps, donc il faut s'y prendre très en amont. Voilà. Bon, j'allais te glisser quelques exemples, mais Alors, je voulais juste, peut-être avant les exemples, que tu me redises deux mots, en fait, de justement l'attachement et l'héritage, parce que je trouve ça extrêmement intéressant quand on rentre justement dans la méthodologie, puisque ça permet d'éviter le yaka faucon et la simplicité oui, il faut changer, et de réintégrer la complexité de la dynamique du changement en parlant psychologie, en fait, hein, puisque c'est finalement les entreprises sont des personnes au final. Comment est-ce que déjà, ce concept d'attachement et d'héritage un peu a été développé, d'où il vient, et qu'est-ce que ça prend en compte concrètement dans la méthodologie, dans la manière de faire, de s'exprimer, et comment est-ce qu'on arrive en fait à définir ces attachements pour, j'imagine un peu quelque part les déconstruire et laisser aller et arriver à y renoncer. Alors pour compléter tout ce que tu dis, et à nouveau, donc je tiens à dire que j'exprime mon point de vue qui n'engage pas toute l'équipe d'Origins Media Lab, etc. Donc ils auraient peut-être des descriptions différentes, et mes camarades de classe de la première promo également. Donc pour découvrir, c'est l'enquête en fait, c'est ça un des éléments essentiels du design et de la sociologie que je vais appeler pragmatique. Pour faire un raccourci à nouveau, je suis pas sociologue, donc j'espère offenser aucun sociologue, mais une sociologie très pragmatique, c'est l'enquête. C'est-à-dire que, à nouveau, c'est un autre élément que je pose très tôt quand je discute avec les entreprises, c'est que ça prend du temps. C'est-à-dire que je ne vais pas arriver avec une grille et quelques questionnaires en ligne, et puis je vais comprendre comment les gens le sentent, comment ils se sentent attachés à quoi. Non, c'est l'enquête, c'est-à-dire qu'il faut passer des heures et des heures à discuter avec les dirigeants, les salariés à tous les niveaux, comprendre l'histoire, pour certains qui sont là depuis longtemps, l'histoire de l'entreprise, leurs attachements. Faut toujours voir qu'un salarié n'est pas qu'un salarié, il est aussi un citoyen, quelqu'un qui a une famille. Donc en fait, il va y avoir des attachements divers et des ressentis divers qui évoluent dans le temps. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, peut-être pas la notion limite planétaire, mais la notion climat, il n'y a pas un salarié qui peut-être peut l'écarter d'un revers de main en se disant c'est peut-être pas important, il peut en rester, mais personne n'a pas conscience qu'il se passe quelque chose sur ce sujet-là, par exemple. Donc ça aide aussi à engager la conversation. Mais derrière l'enquête, ça va pas être nécessairement pour déconstruire, pour me permettre de te contredire un tout petit peu. C'est une redirection, dans le sens où on n'oublie pas l'héritage. L'héritage infrastructure, oui, il va falloir le déconstruire, mettre les mains dans le cambouis, comme dit souvent l'équipe des 3 chercheurs. Il va falloir mettre les mains dans le cambouis parce qu'il y a des choses qu'il va falloir démonter, déconstruire. Mais les personnes, j'aime jamais utiliser ce mot de déconstruire, mais en fait, construire à partir de cet héritage
et qu'il donne quelque chose de nouveau avec des nouvelles informations. Mais un élément qui aide beaucoup, c'est la co-construction. C'est-à-dire que arriver en expliquant, comme je dis, j'ai pas pu mener une mission, je suis transparent, une mission de redirection complète. Et il y en a pas eu vraiment encore, hein, parce que voilà, ça prend du temps dans l'absolu et toutes les entreprises sont pas prêtes. Mais il faut reconstruire avec les salariés, parce qu'arriver avec un plan venant du haut de la direction, vous arrivez avec du tout cru, tout fait, et je pense que c'est en décalage et ça ne peut pas prendre en compte les attachements. Donc il y aura toujours potentiellement des frustrations, hein. Ça, il faut pas être naïf là-dessus. Mais l'enquête de terrain auprès de tous les salariés et l'équipe dirigeante, pour comprendre ces attachements, ce qui quelque part, en fait, en les comprenant, en les respectant, de mon point de vue, si on ouvre des portes en disant, voilà, il y a ces nouveaux éléments, cette nouvelle contrainte, l'activité telle qu'elle est aujourd'hui émet beaucoup de carbone, ou consomme trop de matières premières, ou est dépendante de 2 ou 3 matériaux qui, on ne pourra pas les substituer. Là, on arrive à la fin où, quand même, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, des équipementiers automobiles. C'était spécialité voiture thermique. Une voiture électrique, je suis en train de le découvrir un peu plus en détail, en fait, demande beaucoup moins de pièces et beaucoup moins complexe à construire. Donc, le besoin en main-d'œuvre est moindre. Alors, il y a des grands débats en ce moment, hein, il y a des études qui viennent de sortir en Allemagne, combien de personnes ça allait prendre, etc. Mais voilà, les gens vont le prendre en direct. S'il n'y a pas de planification, si on travaille pas avec eux, ils vont juste subir. Et là, pour moi, on refait des schémas classiques. Et la redirection, clairement, veut casser ça. Donc, les salariés sont des citoyens, sont des personnes avec des attachements, un héritage, autant que la direction. Normalement, on espère qu'il y a des valeurs communes, des attachements communs, même s'ils sont pas tous les mêmes, vis-à-vis de l'activité de l'entreprise. Et donc, on peut faire avancer doucement en faisant comprendre les défis auxquels est confrontée l'activité. Les personnes, oui, elles peuvent être dans la résistance au changement, hein, c'est le grand classique, mais elles vivent pas hors le monde. Elles ont conscience de ce qui se passe autour d'eux, quel que soit le niveau d'éducation. À nouveau, hein, ça, faut pas faire de schéma, hein. Il y a des gens très très haut placés dans notre pays qui n'ont pas conscience ou qui n'acceptent pas les contraintes qui nous arrivent dessus. Et vous allez avoir des ouvriers qui en ont complètement conscience. Pour dire l'exemple que je donne souvent, je me rappelle plus le site exact, donc je vais pas me faire d'erreur là-dessus, mais une raffinerie où les salariés eux-mêmes réclament depuis déjà plus d'1 an ou 2 qu'on prépare un plan de reconversion, parce qu'ils ont conscience que la raffinerie n'avait pas d'avenir. Ils le savaient, donc là-dessus, je pense qu'il y a une conscience qui avance, qui permet plus facilement de avancer. Et si en plus on reconnaît les héritages et les attachements, je pense que les gens seront d'autant plus enclins à vouloir se transformer si on respecte leur héritage. Voilà. Est-ce que ça va être simple, hein? Comme j'ai dit au début, je suis un optimiste. Il faut pousser. Je pense qu'il y aura plein de situations où ça va être compliqué. Mais il faut tenter. Et à nouveau, quand on respecte les gens et qu'on enquête sur le terrain, il se passe souvent plus de choses que d'arriver avec un plan pré-mâché. Alors tu le disais, il y a pas encore d'enquête complète ou de mission complète de redirection écologique qui ont été abouties parce que ça prend du temps, c'est tout neuf. Mais toi, tu as quand même décidé en fait d'en faire un peu ton travail après la rédaction de ton mémoire et d'aller justement accompagner des entreprises. Souvent, bah, le conseil, c'est parfois un peu compliqué parce que on a l'impression que on vient, on essaie d'apporter des choses, mais finalement, ce n'est pas transformé. Est-ce que pourrais nous parler, toi, un peu de ton approche, en fait, peut-être les entreprises avec lesquelles tu vas décider de travailler ou non. Qu'est-ce qui fait quels sont les présupposés, on va dire, à la base, quand tu vas commencer une mission, qui font que, oui, tu es d'accord pour y aller, qui t'éclairent sur le fait que tu vas pouvoir mettre en place réellement des changements et accompagner sur une vraie redirection ou pas. Et puis après, bah, comment ça se passe? Quels sont un peu les secteurs que tu as identifiés ou les travaux que tu as commencé à débuter? Euh, Alors, je n'ai pas encore eu le luxe de pouvoir refuser des entreprises où je sentais qu'il ne pourrait rien se passer. Je n'ai pas encore eu ce luxe. Je vais même le tourner dans l'autre sens. Je pense que j'ai été assez chanceux, sans donner de nom ou d'exemple et très très précis, mais pour parler de secteur. En fait, aujourd'hui, c'est plutôt des personnes qui m'ont contacté ou qui sont passées par le master ou etc. Dans des domaines où il y a déjà un début de conscience. Et donc, comme je le disais, ça reste un élément non négligeable. Donc, moi, mon approche, celle que je suis en train d'approcher, hors celle dont je vais te parler dans une minute,
Clairement, il y a on commence par la sensibilisation, et je l'ai présenté comme ça dans mon offre: sensibiliser, analyser, rediriger. C'est-à-dire, ce n'est pas un gros pavé dans la mare, rediriger, allez, faut tout changer. Faut commencer par sensibiliser. Comme je te disais, les gens sont d'autant plus, je sens clairement qu'il y a un retour plus large que juste le climat, donc ça c'est plutôt un bon signe. Et en général, il y a toujours un choc à la sortie. C'est-à-dire que quand on présente, quand on va peut-être montrer les contraintes, les limites planétaires, la dépendance à l'énergie, il n'y a pas un dirigeant, soit qui ne le sentait pas déjà, soit qui se prend pas une claque. Voilà, à part quelqu'un de complètement cynique, et j'ai envie de dire, ça sera peut-être ça le seuil, un chef d'entreprise complètement cynique. Il n'y en a pas tant que ça, hein, malgré l'image qu'on peut avoir. Moi, dans les secteurs que j'avais partiellement identifiés, mais alors un peut-être et l'autre pas tant que ça, qui est venu à moi, de grands domaines. Alors un très évident et un peu plus surprenant. Donc très évident, c'est l'assurance. En fait, le domaine de l'assurance. Je pense que plein de gens avaient peut-être entendu le dirigeant, le PDG d'AXA il y a quelques années, qui avait ouvertement dit: je ne sais pas comment assurer un monde à plus 4 degrés, suggérant que si le réchauffement climatique atteignait ce type de niveau, le niveau de risque serait tellement élevé qu'eux n'auraient plus aucune rentabilité. Et puis on arrive à des choses aussi basiques que les assureurs auto, qui est quand même une partie non négligeable du travail des assurances en France. Et qui, je pense, elles ne sont pas naïves, et elles ont déjà conscience de ce que j'ai suggéré au début, c'est-à-dire que on n'aura vraisemblablement pas une voiture électrique pour une voiture thermique. C'est-à-dire le nombre de voitures dans l'absolu, il y aura une période de transition, mais dans l'absolu, beaucoup de gens dans notre domaine qui s'intéressent à l'écologie ont conscience qu'il y aura sûrement moins de voitures. Parce qu'une voiture électrique, ça n'est pas zéro pollution du tout, hein, c'est peu d'émissions de carbone, moins que les thermiques, mais c'est pas parfait, ça consomme des matières premières, etc. Donc on va sûrement en avoir moins. Et en fait, les acteurs de ce secteur en ont déjà conscience. Je parlais de l'exemple de l'équipementier automobile, ça fait déjà quelques années qu'ils sont organisés. Alors la redirection écologique n'était pas là, je ne les ai pas accompagnés, les personnes que j'ai pu encourager, donc ça c'est compliqué, la transition. Les assureurs ont l'air de voir ça d'un peu plus loin, et de se dire: n'attendons pas d'avoir 30% de voitures en moins sur les routes parce que le covoiturage a été amplifié, qu'il y a du transport en commun multiplié par 10. Je donne ma version idyllique, et qui j'espère arrivera en France dans les 10 ans, mais ça va arriver sous une forme ou une autre, laquelle on ne sait pas encore. Donc ils se préparent déjà en disant: mon chiffre d'affaires va baisser, c'est sûr. Alors là où c'est encore au début, c'est savoir est-ce que ils vont simplement trouver un autre secteur où appliquer leur assurance, une autre méthode d'approche de l'assurance, ou ils vont devoir complètement changer de métier. Ça, c'est au niveau où ils en sont dans leur réflexion. Et l'intérêt de s'y prendre tôt, c'est que ça leur laisse du temps, quand même. À nouveau, les voitures électriques, on n'en voit pas encore à tous les coins de rue. La dynamique de diminution du nombre de voitures, elle n'est pas très forte, hein, encore, donc il y a encore du temps. Et ça, c'est l'élément qui est pas simple, c'est qu'on aimerait dire à toutes les entreprises: réfléchissez le plus tôt possible, quitte à découvrir, je pollue peu, j'ai peu d'impact sur la planète, je remplis un service ou un besoin essentiel, donc peut-être je n'ai pas besoin de me rediriger. Mais avoir cette réflexion, je pense que tout le monde doit l'avoir. La partie qui est dure aujourd'hui, c'est que tout le monde pense que en faisant un peu d'écologie, de communiquer un petit peu, ça suffit. Mais aller gratter sous la surface et réaliser ces dépendances en matières premières et autres, ça oblige à aller voir au fond et voir est-ce que j'ai un avenir, mais pas que à 5-10 ans, mais même à 20-30 ans. Et là, ça oblige à se poser des questions en se sensibilisant, et là, on peut avancer. Donc l'assurance a l'air d'avoir déjà attaqué ce questionnement, pas que la voiture d'ailleurs, parce qu'ils se disent même si le réchauffement climatique augmente, le nombre d'événements météorologiques extrêmes va augmenter, donc ça peut faire des tensions de rentabilité pour eux aussi, même sur la maison et sur d'autres éléments, ils en ont conscience. Et puis le deuxième domaine qui m'a un peu plus surpris, que je connaissais un petit peu par le biais de ma dernière entreprise, puisqu'on avait fait des levées de fonds, c'est le domaine des fonds d'investissement. Donc il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les fonds à impact, hein, donc des fonds d'investissement qui se disent: moi je veux investir dans des entreprises qui auront un impact positif pour la planète. En fait, comme l'idée c'est toujours chercher de l'innovation, à ma surprise, mais très belle surprise, on s'aperçoit en fait que il veut être aussi innovant sur la manière dont il sélectionne les entreprises.
Parce que quand vous investissez dans une entreprise, ils ont une vision d'investissement, alors souvent à 5 ans, c'est la durée de vie des fonds d'investissement, mais il y a des nouveaux systèmes qui se mettent en place où des fonds essaient de s'investir sur le plus long terme pour avoir moins une pression de sortie à 5 ans. Et dès que vous commencez à regarder moyen ou long terme, vous avez besoin de savoir si l'entreprise dans laquelle vous investissez, elle a un avenir. Et si vous appliquez les critères de ce que je vais appeler l'ancien monde de façon très caricaturale, vous savez déjà qu'il y a un petit problème, parce que si elle est très dépendante au plastique, au pétrole, même au gaz, et à certaines matières premières qui viennent de 2 pays dans lesquels il y a des instabilités, ou qui sont extrêmement polluants à extraire, où il y a pas, ou un produit qui peut pas être recyclé, tout ça, vous commencez à vouloir le prendre en compte, parce que vous dites, mais attendez, si la réglementation ou même les tendances du marché changent rapidement avec une prise de conscience, ça peut, ce produit ou service dans lequel j'investis, peut-être que dans 3 ans, il est mort. Alors ça peut paraître extrême, mais ils sont obligés quand même d'être un peu visionnaires, entre guillemets, faire de la prospective, ils sont obligés de se projeter sur le potentiel de ce dans quoi ils investissent. Et donc j'ai eu des contacts avec des réflexions sur l'envie d'avoir des critères encore plus précis, qui vont un peu plus loin que juste de la RSE classique. Tiens, est-ce que vous respectez l'environnement? Non. C'est comment vous fonctionnez, à quoi vous êtes dépendant quand vous produisez. Est-ce que dans 5 ans, ça aura toujours du sens? Parce que on va découvrir que, est-ce que ce métal dans lequel vous dépensez est déjà en tension? Voilà. Des choses auxquelles aujourd'hui, un investisseur, il peut se la poser s'il est spécialiste de la techno. Mmh. Mais la multiplicité de ces contraintes à prendre en compte, il se la pose pas encore nécessairement. Et il y en a déjà des fonds qui se disent, je veux pouvoir les mettre dans mes critères. Et j'avais vu Emmanuel Bonnet faire une présentation du Flourishing Business Canva, qui est un modèle de Canva qu'on peut utiliser pour justement représenter à la fois les besoins, l'impact des ressources, de l'environnement, etc. Ça, c'est quelque chose que toi tu utilises ou tu comptes utiliser, que vous avez développé un peu dans le master ou... Alors les 2 outils qui ressortent et qui sont en cours d'évolution, construction, il y en a une qui, pour rejoindre un peu je vais pas dire la mode, c'est parce que je dis mode parce qu'il y en a beaucoup, mais des fresques. Donc il y a une fresque du renoncement qui a été créée pour accompagner cette idée d'attachement. En général, on va prendre le premier exercice, ça va être souvent assez de prendre un produit du quotidien. Donc on peut laisser aux personnes, aux salariés, si on le fait dans une entreprise, choisir le produit qu'ils voudraient explorer, mais sinon on leur donne des suggestions qui sont souvent des produits quotidiens, le téléphone portable sortant assez souvent. Et on les oblige à les gratter derrière sur qu'est-ce qu'il y a dans un téléphone. Donc les gens réalisent à ce moment-là qu'il y a plus de 70 composants. Comme tu l'as déjà peut-être entendu, quand on parle de sac à dos environnemental, c'est réalisé que les quelques grammes de tous les matériaux qu'il y a dans un téléphone nécessitent en fait de sortir des kilos de roches avant de les obtenir, etc. Donc amener à ces prises de conscience sur c'est pas qu'un objet, c'est aussi toute une chaîne de valeur et une chaîne potentiellement d'impact environnemental. Donc la fresque du renoncement est pas mal pour mettre les petites pierres de l'idée du renoncement, etc. Ça permet de faire beaucoup de travail parce qu'en général, les gens sont pas très ambitieux. Renoncer, on n'est pas habitué, quoi. Et puis après, essayer de travailler sur d'autres types de modèles économiques, le business canvas. Donc, j'ai encore jamais appliqué, mais j'espère rapidement avoir cette opportunité. Oui, c'est que donc à nouveau, ayant été dans la startup nation, j'ai participé à plein de startups. Je suis très habitué au business canvas et je l'ai regardé. Et essayer de rajouter un élément sur les limites planétaires, mais qui prennent une vraie place en fait sur le besoin que remplit le service ou le produit et comment il se positionne par rapport aux limites planétaires. Donc oui, ces 2 premiers outils qui sont encore en développement. Clairement, il faut qu'ils soient utilisés. Il faut toujours du retour pour ce type d'outils. Mais à nouveau, comme tu l'entends, on n'est pas parti d'une révolution, on est parti de choses que les gens connaissent. Des ateliers interactifs du type fresque, des business canvas, parce que il faut qu'on parle à un certain milieu qui a ses codes. Et donc, c'est ça que je trouvais intéressant aussi avec le fait que ça soit une école de commerce, c'est que Alexandre, Diego et Emmanuel ne sont pas hors sol vis-à-vis de l'économie, ce qui est enseigné, comment une entreprise fonctionne. Ils savent très bien. Et que le but, c'est de faire pousser des nouveaux concepts, faire évoluer. Mais le but, c'est pas de détruire les codes immédiatement de la manière dont fonctionne l'entreprise, mais plutôt de s'en inspirer
pour essayer de les amener à se sensibiliser, analyser et puis se rediriger. Et si, tu pouvais donner un ou plusieurs, conseils, à justement des entreprises qui sont dans cette phase d'introspection, j'ai envie de dire, que ce soit des salariés, hein, au sein des entreprises, que ce soit des gens, du comité, de direction ou autres, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Euh, D'être curieux, en fait, ça peut paraître basique, mais je suis pas sûr, et à nouveau parce que j'étais dirigeant d'entreprise, donc j'ai sûrement été dans cette position, de comprendre toutes les implications de son activité. Ça prend du temps. C'est pas toujours que des bonnes nouvelles parce qu'on découvre que peut-être le sous-traitant de notre sous-traitant travaille dans des conditions catastrophiques. Enfin, à nouveau, hein, je ne dis pas que c'est le cas pour toutes les entreprises, mais être curieux sur sa chaîne de valeur, c'est-à-dire que mes matières premières, elles tombent pas du ciel. Et même si je suis dans les services, comprendre que j'utilise des serveurs et un serveur, ça ne se tombe pas du ciel. C'est des matériaux, c'est de l'énergie, et donc être curieux sur qu'est-ce qu'implique mon activité. Et c'est pas juste des salariés qui créent et vendent un produit, qui rapportent de l'argent, on essaye d'avoir un bénéfice pour réinvestir et potentiellement distribuer aux actionnaires. Cette approche, on va dire, historique un peu classique, elle est trop limitée pour moi. Ça, c'est une entreprise qui va, même si elle fait rien de très polluant, qui va être zombie à terme, parce qu'elle n'a pas conscience de sa place dans la société. C'était ce qui a essayé d'enclencher le développement durable, mais avec cette limite où l'économique venait prendre toujours le dessus, et où là, la redirection écologique va dire, comprenez ce qu'il y a derrière votre activité, et c'est pas pour culpabiliser, c'est pour se dire, peut-être qu'il y a juste des changements à la marge à faire, ou peut-être des changements plus profonds. N'attendez pas qu'on se prenne le mur, ou que vous le preniez, parce que certaines entreprises vont se le prendre avant d'autres, avant de vous rediriger et de vous transformer. Donc clairement, être curieux, moi, ça serait voilà, se dire, mais rentrer dans mon bureau, mais en fait, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle fait notre entreprise vis-à-vis du reste du monde. Et voilà. Et malheureusement, je pense qu'il y a encore pas beaucoup d'entreprises qui se sont posées. Le bilan carbone peut être un début, mais il est encore limité parce qu'il touche qu'à un sujet qui est le carbone. Et il faut élargir ça. C'est et ça amène nécessairement une introspection. Merci beaucoup Jérôme et je te souhaite bon courage dans la rédaction de ton mémoire et à Merci, très bientôt. merci. À bientôt.